J'ai pas envie d'être la vache, qui reste dans son pré et qui regarde le train passer, j'ai vraiment envie de monter dedans. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Dans cet épisode, interview de Joséphine Arrigui de Casanova, vice-présidente de Mentaltech. Au programme, son parcours, l'histoire derrière la création du collectif et sa vision du futur de la santé mentale. Alors du coup, je te propose qu'on commence par la première question. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours, ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Mon parcours est le suivant, en fait, j'ai toute une première partie de carrière, dans des grands groupes de la restauration et des services, pour les entreprises. J'ai notamment travaillé pendant longtemps, dans la restauration collective et puis après, dans d'autres secteurs comme, l'hygiène alimentaire. J'ai, eu des fonctions, toujours dans le marketing et la communication. J'ai travaillé pendant près de 6 ans à Milan en Italie. Voilà, j'ai aussi, eu des fonctions, à l'international. Donc j'ai navigué, dans de très grands groupes avec, les avantages et les inconvénients, que ça représente. Les inconvénients étant des circuits décisionnels, particulièrement longs et parfois un petit peu une perte de sens, voilà. Et en fait, j'ai repris les études, tout en menant, ma carrière. J'ai fait un executive master en marketing et communication à l'ESCP, que j'ai démarré en 2017, que j'ai terminé en 2019. Tu sais, c'est des programmes, que tu fais, tout en, menant tes fonctions. Donc c'est des programmes qui sont assez exigeants. Je l'ai fait parce que je ressentais le besoin de, à la fois mettre à jour mes connaissances et puis aussi prendre du recul par rapport à ma pratique. Et en fait, ça a été une vraie révélation, ça a été une chance de remettre, le nez dans les bouquins, d'avoir des intervenants, formidables, passionnants. Tu te remets à parler de philo, voilà, de marketing, de comment, la société évolue. Donc, waouh, ça te fait prendre, énormément de recul et puis ça amène des questions aussi. Ça amène à se questionner sur, voilà, c'est qu'est-ce que je vis? Quelle orientation j'ai envie de donner là à ma carrière, dans les prochaines années? Et puis assez inévitablement, je dirais, voilà, ça a déclenché, du mouvement chez moi et j'ai comme ça mûri l'idée de changer de secteur pour travailler dans un secteur qui, pour moi, fait beaucoup plus de sens, qui est le secteur de la santé. Donc si tu veux, moi, la santé, je suis un transfuge. Je suis dans le monde de la santé depuis seulement, 2018, on va dire. Voilà, mais j'y suis, véritablement par choix, par, volonté et je suis, je dirais dans la santé, mais surtout dans la e-santé parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis venue, à la santé. Pour tout te raconter, c'est un intervenant, à l'ESCP qui a commencé à nous parler, des, nanotechnologies, de toutes ces innovations formidables, de l'intelligence artificielle et particulièrement dans le champ de la santé. Et je me suis dit: «Beh, voilà une innovation, mais utile», c'est-à-dire, utile à l'homme, et à l'humanité, avec un grand H. Et donc j'ai dit, «J'ai pas envie d'être la vache, qui reste dans son pré et qui regarde le train passer, j'ai vraiment envie de monter dedans». Et en fait, voilà, tout s'est enchaîné après assez rapidement. J'ai fait mon mémoire de fin d'executive master, ils appellent ça thèse professionnelle. Bon, c'est un mémoire un peu conséquent. Je l'ai fait porter sur les chatbots en santé et tout ça, c'était bien avant ChatGPT, hein. Et après ça, je suis devenue, voilà, boulimique de e-santé. J'ai lu tout ce que je pouvais, j'ai visité tous les salons qui existaient, et puis je me suis formée. En fait, j'ai fait aussi un diplôme universitaire de e-santé et médecine connectée à Descartes. Et puis voilà, et puis quelques années après, je suis chez Care, un des acteurs de la téléconsultation, en France, un des leaders et toujours passionnée par ce secteur de la e-santé. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour, te présenter mon parcours, mais C'est très bien et c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qui t'a fait rentrer dans la santé et dans la e-santé? C'est un intervenant qui t'a parlé de technologie et t'avais les yeux qui brillaient, c'est ça? exactement, j'avais les yeux qui brillaient parce que,
C'était, encore une fois des applications, des usages que je trouvais, extrêmement utiles et bénéfiques, voilà, pour l'avenir de l'humanité, parce que la technologie, elle est porteuse d'énormément d'espoir pour mieux détecter les maladies, pour mieux les soigner aussi et les prendre en charge, pour, faire davantage de prévention aussi. Et puis ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est aussi les dérives possibles et en fait, je suis aussi rentrée, par, le côté, ouais, éthique, parce qu'il nous a aussi parlé de transhumanisme et voilà et là, pour moi, c'était un peu les limites de la chose et donc j'ai tout de suite nourri, une vision très éthique et très humaniste de la e-santé en disant: «Mais en aucun cas ces outils ne doivent remplacer l'humain» qui reste fondamentale dans le champ de la santé. En revanche, ce sont des outils, des technologies qui peuvent venir en aide à l'humain, qui peuvent d'ailleurs venir en aide aux soignants, mais aussi bien sûr aux patients, aux consommateurs, à l'utilisateur que nous sommes tous. Tout à fait, et c'est aussi la pensée que je défends que l'IA, c'est un outil qui doit être un support pour d'autres corps de métier ou des patients dans le but de les aider à progresser, c'est pas au détriment d'autres humains. Exactement et surtout c'est pas une finalité en soi, la technologie et en fait, tu vois, moi, quand j'ai fait mon mémoire, sur le chatbot, c'est, un outil qui était très mal connu, hein, je te parle de ça, ouais, dans les années, 2019-2020 parce que j'ai produit pas mal de contenu sur les chatbots. Ça a aiguisé beaucoup les curiosités et il y avait, très clairement un peu un effet de mode. C'est-à-dire, tu vois, parce que j'ai délivré des prestations de conseil et des personnes, venaient me voir en me disant: «Bah, j'ai envie de créer un chatbot, pour mon secteur d'activité, dans ma spécialité» et cetera et en fait, la première chose, que je faisais, c'était, bah, prendre un peu une casquette de pédagogue et leur expliquer que c'est souvent pas la bonne solution que de rentrer par l'outil, que de rentrer par la technologie, mais il faut d'abord se poser la question de: «Mais qu'est-ce que c'est que je veux faire en fait? C'est quoi le besoin au fait auquel ma solution, doit répondre?» parce que sinon, c'est un peu écrit que, il y a un risque de se planter quand même. Ouais, parce que du coup, si tu pars pas du besoin existant, bah, c'est pas pertinent en fait de créer des outils pour un besoin qui n'existe pas. Ouais, non seulement ça et puis après et même si le besoin existe, est-ce que c'est véritablement cette technologie-là qui va être la plus efficace pour répondre à ton besoin? Parce que, voilà, un chatbot en l'occurrence, c'était quand même un outil, assez particulier, un peu, voilà, un peu spécifique qui, peut être très simple dans certains cas avec, finalement, des arbres décisionnels, donc un chatbot dit fermé avec, c'est juste en gros, un outil pour faciliter, des réponses automatiques, à des questions. Mais ça peut être aussi beaucoup plus évolué et là, les personnes étaient souvent effectivement, finalement surprises par, bah, ce que ça nécessite en fait en termes d'efforts, en termes de ressources et puis surtout, une fois que ton chatbot, est sorti et disponible, bah, le boulot s'arrête pas là en fait. Parce que le chatbot, il faut faire en sorte qu'il soit pertinent et donc il faut l'entraîner sans arrêt et le faire évoluer. Donc ouais, c'était assez intéressant toute cette période-là où on voyait comme ça se développer, les chatbots, dans le champ de la santé et puis, ça n'a pas véritablement décollé, donc ça vivotait et puis là, tout à coup, il y a ChatGPT, qui débarque et effectivement, les personnes s'emparent de cet outil, un agent conversationnel dans leurs besoins, finalement, quotidiens et là, on voit ce que ça peut générer comme vraiment comme révolution, des usages. C'est assez étonnant. Ouais. Tout à fait, je suis assez d'accord. Bah, moi, en fait, j'ai eu mon master en 2020. Et du coup, avant l'avènement de ChatGPT, je m'intéressais déjà à l'IA et à plein de techniques. Et du coup, quand ChatGPT est arrivé, le truc qui m'a le plus étonné, c'est qu'on a parlé d'IA à un Noël, alors que c'était un sujet ultra obscur. Et là, d'un coup, il y a des gens qui parlaient d'IA parce que c'était devenu mainstream. Et c'est incroyable, je trouve. Exactement et moi, j'ai une autre anecdote qui est marrante, c'est que très souvent, les personnes auxquelles je parlais, de chatbot faisaient un lapsus et elles disaient chatbox. Il y a encore pas mal de personnes qui disent chatbox parce que je pense, enfin, je veux pas faire mon Freud à dessous, mais je pense que finalement, le commun des mortels a des difficultés à se représenter quelque chose de très abstrait
Et en fait, quelque part, le fait que ce soit matérialisé dans une box comme peut l'être, Alexa ou OK Google ou voilà, finalement ça aide à rendre quelque chose, qui est complètement intangible, un peu plus concret. Heu, une boîte qui parle. Mmh. Je vois l'idée. Donc, alors, déjà, la première approche de chatbot dans l'histoire, entre guillemets, c'était Elisa, donc chatbot psychologue. Oui. Et déjà, il y a ce côté, Elisa, ça fait très personne, parce que parler à une machine, c'est pas hyper intéressant. Par contre, parler à une personne, entre guillemets, machine, ça parle beaucoup plus. Et on a vu beaucoup de chatbots avec des avatars. Par exemple, Oli, où c'est une chouette. Et c'est plus, niveau user, c'est plus intéressant. Ouais, tout à fait. Oui, oui, bah, évidemment que dans mes travaux, j'avais bien entendu parler de l'expérience, ELISA qui était on parle de 1966, hein, donc c'est quand même très, très ancien. Mais ce qui est dingue, c'est qu'après, entre 1966 et 2016, il s'est quasiment rien passé et c'est qu'à partir effectivement des années 2010, que cette technologie, a véritablement évolué. Mais déjà en 1966, elle avait passé le test de Turing et en fait les patients avaient développé, voilà un certain attachement, parce que je pense que l'humain peut pas s'empêcher qu'est-ce qu'on dit? Non, Si, anthropomorphisé. anthropomorphiser? Ouais, enfin bref. Un humain peut pas s'empêcher, d'appliquer, finalement, sa culture à un outil, fût-il, non humain et donc il applique la politesse, voilà, ou il engueule, quand il est pas content donc C'est vrai qu'on retrouve dans l'IA pas mal de nos biais qu'on a nous. ouais. Et c'est tout un sujet qui est super intéressant. Mais je propose quand même qu'on passe peut-être à la suite parce qu'on a pas mal épilogué là-dessus, même si c'est super intéressant. Donc, tu as créé, enfin co-créé, il me semble, Mentaltech. Est-ce que tu peux du coup nous en parler un peu plus sur ce qui t'a motivé à lancer cette aventure? Parce que là, du coup, ça fait 2 ans et demi, je crois, que ça existe. Alors Mentaltech s'est créé chez Care, société dans laquelle, je travaille depuis 3 ans, donc depuis novembre 2020 et à peu près, ouais 1 an, je dirais après mon arrivée chez Care. Donc je travaillais, à la direction de la santé mentale, qui était dirigée par une psychiatre qui s'appelle Fanny Jacques, qui est aussi une entrepreneure, qui a créé un chatbot justement qui s'appelle Mon Sherpa, qui avait créé une société de téléconsultation, consacrée, à la psy, qui a été rachetée par Care et donc je travaillais déjà depuis une petite année, au contact, de Fanny et puis, ben, ça ne t'aura pas, échappé, on est aussi, en plein dans les années covid et là, on voit la santé mentale des Français se dégrader, très fortement du fait des confinements successifs et on voit aussi émerger sur le marché un certain nombre d'acteurs aux intentions pas toujours, sincères, on va dire ça comme ça, ou en tout cas avec un certain, effet d'opportunisme pour dire, «Tiens, les Français vont mal, et si on lançait, une solution, en santé mentale?» Donc l'idée vient de là, elle vient du fait que tiens, on voit émerger de nouveaux acteurs, très récents là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est, éphémère? Est-ce que c'est un mouvement de fond? Et en fait, dans un premier temps, on a eu envie de se regrouper entre acteurs du marché qui étions installés depuis peut-être un petit peu plus longtemps ou en tout cas qui partagions les mêmes valeurs. Et donc au début, c'est pas l'idée d'un collectif, mais on est plus animé par l'idée, tu vois, de signer une charte d'engagement, de réunir, voilà, quelques acteurs du marché autour d'une charte d'engagement qui montrerait justement nos valeurs, éthiques, humanistes, respectueuses, vraiment, dirigées vers le soin, mais aussi vers la prévention. Donc chez Care, on pitch l'idée, notamment à Benjamin Blasco, qui est le fondateur de Petit Bambou, parce qu'on avait des bons rapports, avec, Petit Bambou et puis il dit: «Ah ouais, l'idée me plaît à moi aussi, bah OK, je serais prêt à y aller avec vous» et puis de là, bah, on pitch l'idée à d'autres acteurs, tu vois, de notre, écosystème, immédiat. Il y a un peu une idée de cooptation, tu vois? Et puis, à la fois de cooptation et à la fois, on est aussi allé voir certaines boîtes à dessein parce qu'on voulait aussi regrouper des acteurs
différents qui couvrent un large spectre de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on avait des solutions qui tiraient vers le dispositif médical, mais on avait aussi des solutions très bien-être, wellness. Et donc, on se réunit autour de cette idée de bâtir comme ça une charte commune. Et puis en fait, très vite, on a eu envie d'aller plus loin. Et on s'est dit, dans le fond, et si on crée un collectif, parce que les uns les autres, on a des problématiques qui sont communes, notamment les entrepreneurs que nous sommes. Voilà, on rencontre parfois les mêmes difficultés, on a besoin de serrer les coudes. On a aussi des messages à faire passer, notamment auprès des autorités de santé, des pouvoirs publics, et seul, on n'y arrive pas. Finalement, l'union fait la force, ou seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du collectif Mental Tech. Et le collectif Mental Tech, au début de sa création, n'avait pas de formalisme juridique spécifique. On voulait d'abord voir comment est-ce que ça allait prendre, entre guillemets. Et puis, il y a vraiment eu une très, très bonne adhésion et un très bon esprit, très solidaire, chez, les membres, qui a fait qu'on a eu envie de pérenniser, ce collectif, et on lui a donné, le statut d'association loi 1901, il y a, un peu plus d'une année. Donc on est aujourd'hui, effectivement une association loi 1901 avec assemblée générale, bureau, conseil d'administration et tout le tout team. Et j'en suis la vice-présidente aujourd'hui. Et du coup, donc, le collectif Mental Tech a pas mal évolué au fil du temps. Donc là, il est encore jeune puisqu'il a seulement 2 ans et demi. Mais si tu devais résumer en une phrase ce que c'était pour des personnes qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, c'est difficile. Résumé en une phrase, je dirais que c'est un collectif d'entrepreneurs et de professionnels de santé qui sont passionnés par les technologies dans le champ de la santé mentale. Voilà, et qui croient au développement, d'outils technologiques pour, aux côtés des professionnels de santé, faire en sorte que, les citoyens, aient une meilleure santé mentale. Voilà. Et du coup, donc, tu m'as dit que vous partagez des valeurs communes, une vision commune. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de quel est l'objectif d'impact de Mental Tech à moyen ou long terme? Alors le collectif Mental Tech, il a vraiment été conçu autour de l'idée qu'il était urgent de déployer des solutions numériques dans la prévention et la prise en charge de la santé psychique, aux côtés des professionnels de santé. Et pour ça, on s'est donné 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de décloisonner le débat public. Ça part du constat qu'il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent, on va dire, dans l'écosystème de la e-santé et dans l'écosystème de la e-santé mentale, si on resserre un petit peu plus. Et ces acteurs ne se parlent pas suffisamment. Il y a vraiment la nécessité de dialoguer, tout simplement pour comprendre quelles sont les réalités, pour que les autorités de santé puissent mieux comprendre quelles sont les contraintes, par exemple. Voilà, quel est le quotidien, la réalité d'un entrepreneur dans le champ de la e-santé mentale. Et à contrario, un entrepreneur a aussi besoin d'être guidé dans des bonnes pratiques, dans des indicateurs de qualité, de preuves d'efficacité des solutions qu'il va développer. Donc il y a vraiment cette nécessité, voilà, de faire en sorte que tous les acteurs de l'écosystème dialoguent entre eux. Donc on a mené pas mal d'actions, justement, et contacté beaucoup de personnes de l'écosystème pour nous faire connaître, et pour faire en sorte que les rapports et la collaboration soient plus fluides. J'aurai peut-être l'occasion de te donner des exemples. Le deuxième objectif, il est de démocratiser et d'accélérer les usages, parce que toutes les solutions qui sont présentes au sein de Mental Tech ont des utilisateurs finaux, tantôt des professionnels de santé, tantôt des utilisateurs finaux, citoyens, patients, utilisateurs. Et l'enjeu est de faire la pédagogie de ces outils pour effectivement développer les usages qui sont encore assez balbutiants, on va dire, hein. Ces solutions numériques sont mal connues, hein, de l'ensemble des Français. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et des deux côtés, hein, aussi bien des professionnels de santé qui peuvent être amenés à prescrire ces solutions, à les indiquer, à les conseiller auprès des utilisateurs finaux.
Et puis le troisième objectif du collectif, c'est de renforcer la contribution économique de la filière, parce que le secteur de la e-santé en France est extrêmement fragmenté. C'est beaucoup de toutes petites structures qui peinent parfois. On a vu, tu le disais, on a une existence qui est très récente, et pourtant, en seulement quelques années d'existence, on a vu certains de nos membres mettre malheureusement la clé sous la porte et être en situation de liquidation judiciaire. Donc on a cette volonté aussi de renforcer la contribution économique de la filière, de fédérer et d'animer cet écosystème d'entrepreneurs de la tech en santé mentale. Et puis pour faire en sorte, in fine, de faire émerger, pourquoi pas, les licornes de demain. En tout cas, voilà, de beaux acteurs français qui auront su pérenniser leur modèle, trouver leur marché et qui auront une bonne santé financière. Oh, ok. Tu parlais tout à l'heure du fait que le secteur de la santé mentale, du coup, c'était quand même un truc qui était assez... qui s'est redécouvert pendant le Covid. Et avant, c'était un secteur qui était beaucoup moins, alors potentiellement financé, mais surtout représenté. Il y avait une certaine stigmatisation autour de ça. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent tous les jours pour essayer de faire rentrer dans la tête que la santé mentale, c'est pour tout le monde. Que quand on va voir un psychologue, c'est pas parce qu'on est fou. Et il y a encore beaucoup de ces clichés-là qu'il faut matraquer. Qui ont la peau dure. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi tout à fait l'un des... C'est même pas un objectif du collectif Mental Tech, tellement ça guide toutes nos actions autour, effectivement, de la libération de la parole et de la déstigmatisation de la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est bien plus que l'absence de troubles psychiques. Si on reprend la définition de l'OMS, on est vraiment autour de cette notion de bien-être et d'état qui te permet d'avoir une vie satisfaisante et épanouie dans tes relations personnelles, dans ta vie professionnelle. Donc, c'est une notion qui est finalement très très large. Or, on voit que les clichés, effectivement, et les tabous ont la vie dure. Il y a une enquête qui vient de paraître récemment, c'est Odoxa, qui a fait paraître une étude là, qui indique que la santé mentale est encore tabou pour, je crois que c'est 74% des Français. Donc, on voit que, certes, la période Covid a libéré la parole, mais ce n'est pas parce que la parole est libérée que pour autant le tabou disparaît. Parce qu'il y a aussi cette question de changement de comportement, et ça, on sait que chez l'être humain, finalement, c'est ce qu'il y a de plus long à bouger. Donc, il y a une prise de conscience, je pense, et effectivement, la période Covid l'a favorisée. D'ailleurs, cette notion même de santé mentale, du point de vue sémantique, personne n'aurait parié, je pense, que cette notion se diffuse autant dans la sphère publique et médiatique. Mais pour autant, on voit que les clichés ont la vie dure. Cette même enquête que je te citais indique aussi que une majorité de Français continuent de penser que les personnes concernées par les troubles psychiques sont dangereuses, et autres clichés qui sont effectivement très souvent associés à la santé mentale. Ok, ouais. C'est dommage et j'espère que ça ira en s'arrangeant. Et j'ai l'impression que c'est bien parti pour. On peut le souhaiter. Après, bien sûr, moi je suis la première à l'appeler de mes voeux et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de m'engager dans la démarche de premier secours en santé mentale, puisque je suis formatrice certifiée premier secours en santé mentale. Et l'un des objectifs de ce programme, qui est une formation de 2 jours qui s'adresse à tout un chacun, à tout citoyen, l'un des objectifs principaux, c'est de déstigmatiser les troubles psychiques. Donc, je suis moi-même convaincue de l'intérêt de porter vraiment cette démarche auprès du plus grand nombre. Ok, je vois. Alors sache que je voulais faire cette formation à Clermont, mais l'intervenant s'est désisté parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Donc je suis un peu déçu, je n'ai pas encore eu la chance de découvrir ça. Ah, ça, c'est trop dommage. Mais effectivement, il y a des sessions dans la France entière. Il faut parfois avoir à se déplacer, effectivement, changer de région pour la faire. Moi-même, je voulais la faire à Paris et puis en fait, c'était c'est le problème inverse du tien, c'est-à-dire que toutes les sessions étaient full et donc j'ai dû aller dans le sud de la France pour me former moi-même. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était valeur de Mental Tech. Est-ce que tu penses que dans un avenir proche,
Mental Tech pourrait être un sceau qu'on dépose sur certains outils de e-santé pour les valider. Alors, un saut, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'une des ambitions, l'un des principes fondateurs de Mental Tech, de ne répertorier au sein du collectif que des entreprises dont on pense qu'elles satisfont à un certain nombre de critères. Donc, on a beaucoup plus de demandes d'adhésion que d'adhérents parce que nous refusons un certain nombre d'entreprises dont on pense, par exemple, que leur activité n'est pas suffisamment développée dans le champ de la santé mentale et de la tech, parce que c'est quand même le principe numéro un du collectif. Mais on regarde aussi l'approche scientifique des membres qui nous rejoignent, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un comité scientifique? Est-ce qu'il y a bien des professionnels de la santé mentale qui sont impliqués, soit enfin, dans les instances dirigeantes, on va dire, des entreprises? Il y a également un critère éthique. Même chose, est-ce que ces entreprises sont dotées d'un comité éthique? Quelles sont leurs pratiques en termes de marketing? Voilà, donc il y a les entreprises qui souhaitent nous rejoindre remplissent un questionnaire qui est analysé en séance collégiale par les membres du conseil d'administration. Et donc, à l'issue de l'examen de ces candidatures, donc qui repose sur les critères que j'ai indiqués, on émet un avis favorable ou défavorable. Et si c'est un avis favorable qui est émis, alors les entreprises et leurs dirigeants sont invités pour une session d'échange, de questions-réponses pour mieux faire connaissance, parce que c'est une rencontre. Donc, je dirais que c'est important que, effectivement, nous, Mental Tech, on ait la confirmation que les entreprises qui nous rejoignent satisfont aux critères qu'on a édictés. Mais c'est aussi important que les entreprises qui nous rejoignent adhèrent à nos valeurs et envie de nous rejoindre pour s'investir dans le collectif. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. On a aujourd'hui fédéré une vingtaine d'entreprises, sachant que le marché en recense une soixantaine. Donc, en gros, il y a un tiers des entreprises de e-santé mentale françaises qui sont dans le collectif Mental Tech. Alors, on a très envie de grandir et on a très envie qu'il y en ait encore plus qui nous rejoignent. Mais pour effectivement un collectif qui est encore relativement assez jeune, on trouve que c'est plutôt encourageant. Du coup, une parfaite transition par rapport à la question pour les entreprises du coup qui écouteraient ce podcast, qu'est-ce qui pourrait les encourager à rejoindre le collectif? La première chose, c'est qu'on va leur donner accès à des outils auxquels elles n'auraient pas forcément accès par ailleurs, si elles n'adhéraient pas au collectif. Et je pense notamment à des outils de veille qui sont assez puissants. On propose à nos membres une newsletter, une infolettre mensuelle sur des sujets de veille à l'international. Et c'est un auteur qui s'appelle Thomas Cantalou, qui est psychiatre et qui est expert de e-santé, qui en est l'auteur, et qui fait un formidable travail de veille en scrutant toutes les études scientifiques qui sortent sur le sujet de la santé mentale, qui scrutent toute la vie des startups à l'international. Et ça, c'est super intéressant parce que non seulement il fait ce travail de veille et de recensement, mais il l'analyse et il livre aussi justement cette analyse, cet avis. Donc ça, c'est très utile pour les entrepreneurs et pour les professionnels de santé qui sont réunis au sein de Mental Tech. Parce qu'ils ont accès à cette information et ça peut les nourrir, ça peut nourrir leurs réflexions, leurs évolutions futures. Et puis on a un autre outil de veille aussi qui s'appelle Club Mental Tech. Là, c'est un webinaire mensuel avec un invité. Et là, on va aller aborder vraiment sous forme de questions-réponses. On va aller aborder des sujets très spécifiques et assez pointus. Pour citer quelques-uns des invités qu'on a eus jusqu'à présent, on a eu la direction du numérique en santé, par exemple, qui a parlé des différents modes de financement qui sont accessibles pour les entreprises. On a eu un autre webinaire qui était vraiment très axé sur le produit, comment construire un produit tech en santé mentale qui soit solide, qui passe les tests d'efficacité. On a eu également David Gruson qui est venu nous parler d'éthique en intelligence artificielle. Donc voilà, ça va être des sujets de veille réglementaire, de veille juridique, de veille technologique
qui sont super inspirants pour tous les membres de Mental Tech. Et puis, ce qu'on trouve aussi au sein du collectif, c'est vraiment cette solidarité, je dirais, entre les membres. Il y a du mentoring qui peut s'instaurer parce que forcément, il y a des entreprises qui sont sur le marché depuis beaucoup plus longtemps et donc qui peuvent de temps en temps voilà, délivrer des conseils. Il y a beaucoup de nos membres qui font des appels de fonds, donc qui peuvent se refiler des tuyaux sur des VC, des business angels qui pourraient les aider. Et puis, on a aussi la volonté d'aller plus loin, et c'est en train de se mettre en place, et véritablement de faire travailler nos membres en synergie, et donc de monter des appels à projets, des joint ventures, sans nécessairement qu'il y ait un formalisme juridique complexe. Mais en fait, nos membres ont des solutions qui sont extrêmement complémentaires les unes des autres. Et donc, c'est très intéressant aussi. Et en fait, de plus en plus, des entreprises viennent nous voir pour avoir à travers Mental Tech un petit peu un guichet unique d'accès à des entreprises qui sont extrêmement pointues dans leur secteur et dans l'innovation en santé mentale. Donc, on est une sorte de marketplace pour elles et elles apprécient de gagner du temps grâce effectivement au collectif. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui plaît aux autorités de santé, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie ou encore la Haute Autorité de santé avec qui on a des échanges réguliers et justement euh, que l'on accompagne quand ils souhaitent investiguer, par exemple, la question des business models, quand ils sont en cours d'élaboration d'une feuille de route pour effectivement entendre les entrepreneurs et pouvoir en tenir compte dans toutes les guidelines, feuilles de route et autres documents qu'ils produisent. Donc, c'est ce qu'on appelle le take and give. On vient chez Mental Tech pour prendre tout ça, mais aussi pour donner, pour apporter un savoir-faire, voilà, pour apporter des complémentarités et tout simplement de l'intelligence collective pour faire grandir cette belle association. C'est très prometteur et c'est très positif. Bravo. C'est vraiment cool. Et du coup, selon toi, la plus grande réussite de Mental Tech, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça pourrait être? Parce qu'il y a des projets en cours aussi. Je crois que la plus belle réussite pour nous, c'est d'être parvenus à nous faire connaître parce que c'était pas gagné et c'était pas évident et c'est non seulement d'être connu, mais d'être reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des appels entrants de la part de ministères, on a des appels entrants de la part d'autorités de santé, d'autorités de tutelle qui montrent qu'on a su créer cet échange extrêmement collaboratif et ça, c'est une grande, grande satisfaction. Et puis, voilà, on est aussi très fiers des contenus que l'on produit qui sont très qualitatifs. On a par exemple, il y a un an, proposé un carnet de tendances sur les innovations les plus prometteuses en matière de santé mentale. Où on avait sollicité pas mal d'experts dans leur champ d'expertise voilà, respectif. Et là, nous nous apprêtons à éditer un livre blanc numérique sur les addictions et le numérique. Donc, comment les outils numériques peuvent intervenir dans ce champ spécifique des addictions, addiction aux substances ou addiction comportementale. Et on est très fiers parce que le livre blanc sera préfacé par Amine Benyamina, qui est voilà, professeur en psychiatrie, addictologie, qui a accepté de préfacer cet e-book. Donc voilà, c'est aussi grâce à ce collectif qu'on arrive à mobiliser des experts et finalement à faire bénéficier nos membres, nos lecteurs et toutes les personnes qui suivent notre activité, qu'on les fait bénéficier de tous ces savoirs et ces expertises passionnantes. Oui, ça fait des conversations très, très inspirantes parce que moi-même, donc, je travaille avec d'autres membres de Mental Tech pour parler d'IA dans la santé mentale. On est en train de travailler pareil sur un papier et c'est des conversations super enrichissantes. Le thème est central. Enfin, c'est vraiment la chance de pouvoir travailler sur ce genre de projet. Exactement, parce que on est beaucoup plus crédible aussi quand on est plusieurs. C'est vrai que le collectif fédère, comme je le disais, une vingtaine de startups et entreprises, mais aussi des professionnels de santé. On a aussi des partenaires et on est beaucoup plus fort, je dirais, pour effectivement
se faire entendre, mais aussi pour écouter finalement. Disons que nos actions ont davantage de portée et ça nous permet d'accéder à un certain nombre de personnes, d'experts, qui seraient peut-être difficiles à contacter, si on le faisait en son nom propre. Donc, ouais, c'est l'un des aspects positifs aussi du collectif. Je vois. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin dans le futur. Et disons, dans 50 ou 100 ans, comment est-ce que tu imagines la technologie pour la santé mentale? Mon Dieu, je m'étais jamais projetée aussi loin. Alors, il y a pas mal de films qui parlent de ces fictions où on mélange un peu les deux, où on retrouve des robots humanoïdes qui discutent avec des humains et ce genre de choses. C'est quoi ta filmographie? Qu'est-ce que tu conseilles, en la matière? Là, je me souviens très peu des films que je regarde, mais il y a par exemple R, et je trouve un truc super intéressant qui parle d'un chatbot qui discute du coup avec des humains et qui se rend compte qu'en fait, il est beaucoup plus rapide que l'esprit humain. Et du coup, il finit par s'ennuyer en parlant avec des humains et il finit par partir sur d'autres choses. Et je trouve que c'est intéressant de voir un film où ce qu'on a créé nous échappe. Et c'est aussi une peur qu'il y a en lien avec l'IA, c'est de créer des choses qui peuvent se débrouiller sans nous. On en est encore loin, je ne sais pas si on attendra un jour cette chose-là, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, on crée des IA comme des outils. Alors j'adore le film dont tu parles, avec en plus, la magnifique voix de Scarlett Johansson qui joue justement le operating system dont l'acteur principal tombe amoureux. Mais effectivement, ça finit plutôt mal puisqu'il se fait plaquer par l'OS. Mais blague à part et effectivement, si on laisse un peu de côté ces films d'anticipation, il faut espérer que toutes ces innovations technologiques, soient surtout utilisées à bon escient et qu'on leur fixe, des limites qui soient pas trop freinantes pour les entrepreneurs, mais qui, permettent le respect d'un certain nombre de principes, éthiques et humanistes. Ça me semble assez essentiel. J'espère que, la machine, la technologie viendront, à l'aide de l'être humain et l'augmenteront, mais dans le sens, augmenteront non pas forcément ses capacités, physiques, mais augmenteront, la pertinence de sa pratique et il y a fort à parier que ce soit le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a montré son efficacité, notamment, en radiologie, notamment, pour l'établissement de diagnostics, pour les traitements aussi, elle offre des perspectives hyper intéressantes pour la personnalisation des traitements. Enfin, c'est voilà, toute la médecine des 4P, puis des 5P, puis maintenant on parle des 6P. Donc je pense que c'est vers cela qu'on évolue. Après, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, hein, parce que si on regarde la formation initiale des professionnels de santé, finalement, ce qui concerne le numérique, est rentré depuis seulement très récemment dans le cursus, généraliste. Donc tout ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais, et il y a fort à parier que petit à petit, bien entendu, tous ces outils intégreront le quotidien, aussi bien des professionnels de santé que des utilisateurs, hein, surtout la génération X, Y, Z, qui est née avec des portables, dans la main, qui sont beaucoup plus, hem, comment dire? Habitués, à l'usage de ces outils. Mais j'ai pas de boule de cristal. Et du coup, est-ce que tu penses que l'intérêt pour la santé mentale va continuer à grandir et que les gens vont se poser des questions, ou bien que ça va devenir tellement géré au quotidien par les technologies qu'on n'y pensera plus? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si je veux prendre soin de ma santé mentale, j'ai des applications spécifiques où je vais dessus et je dis, et là, c'est du moment que je passe pour moi, pour me sentir bien dans ma tête. Et il y a un avenir possible que ce soit tellement intégré dans notre quotidien qu'il n'y ait plus ces questions de est-ce que maintenant je prends le temps pour prendre soin de ma santé mentale, mais que ce soit de façon automatique. Moi, j'aime l'idée que l'IA peut avoir ce côté proactif sur la santé mentale, de pouvoir se poser des questions à des moments tout au long de la journée. Donc toi, est-ce que tu vois ça sous forme d'un truc un peu plus effacé dans l'avenir, ou est-ce que ce sera toujours des gros thèmes qui seront abordés Ouais. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Déjà et d'une, je pense que, on va s'approcher de plus en plus d'une vision beaucoup plus holistique de la santé.
Pendant très longtemps, effectivement, on a considéré, quasiment que la santé physique, puis tout à coup, ah, on a pris, conscience qu'on avait une santé mentale. En réalité, on a une santé tout court et on voit sans arrêt à quel point la santé mentale impacte la santé physique et vice versa. Donc déjà, je pense que dans les années à venir et dans les dizaines d'années à venir, tu parlais d'un horizon, 50 ou 100 ans, je pense que la vision de la santé sera beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée, et que les outils prendront en compte notre santé tout court et qu'on arrêtera cette dualité qui, in fine, fait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que alors oui, les outils pourront sans doute, être un support et venir, certainement, nous aider dans notre quotidien et feront partie intégrante de notre quotidien. Mais moi, je crois aussi à l'éducation et je crois aussi au besoin de faire de la psychoéducation très tôt, dès l'école, pour davantage booster nos défenses naturelles, si j'ose dire, en matière de santé mentale. Mais c'est-à-dire, voilà, essayer que le plus tôt possible, chaque individu prenne conscience des difficultés qui peuvent se présenter à lui, mais aussi des ressources dont il dispose et des déterminants d'une bonne santé mentale et des déterminants d'une bonne santé tout court. Donc, par exemple, avoir une alimentation équilibrée, par exemple, veiller à une bonne qualité de sommeil, à faire de l'activité physique, à avoir des relations sociales satisfaisantes. Donc, mmh, j'aimerais que le futur tende aussi vers ça et que, l'avenir ne soit pas que représenté dans nos smartphones, mais qu'on trouve au fond de nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés, de la vie auxquelles tout un chacun est confronté, avec évidemment des degrés, plus ou moins, forts en fonction des accidents de la vie. Mais j'aimerais vraiment, je crois fermement, au développement des compétences psychosociales et à une prévention beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui et j'aimerais que les outils soient plutôt réservés effectivement pour de la prise en charge de troubles légers, par exemple, ou pour, anticiper un diagnostic ou pour, détecter, un risque de rechute. Voilà, mais je n'aime pas l'idée qu'on puisse déléguer ces compétences-là à des machines. C'est d'ailleurs un reproche que, les soignants peuvent faire à la technologie, hein. Ils ont peur de ce qu'ils appellent la perte de compétences. C'est-à-dire, j'avais interrogé, des médecins qui travaillent à l'hôpital qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai peur en fait que si la machine fait l'acte à ma place, au bout d'un moment, je ne sache plus le faire moi-même». Donc voilà, j'aimerais qu'aussi pour, gérer notre propre santé, qu'on ne délègue pas trop aux machines, mais qu'on sache aussi développer, nos propres ressources parce qu'elles sont immenses et bien souvent on les ignore, en fait et on les cultive pas. Mmh. C'est un point de vue très intéressant et je pense aussi que la santé mentale passe par une éducation dès le plus jeune âge pour comprendre que ce serait un équivalent du sport, une éducation sportive, mais du coup ce serait éducation mentale ou en lien avec l'esprit. Je pense que ça pourrait être très intéressant de permettre à tout le monde de connaître tout ça et les possibilités qu'on a pour guérir des mal-être ou bien les calmer. Exactement, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que sinon le risque, c'est aussi de psychiatriser à outrance ses émotions et de ne plus accepter d'être triste, de ne plus accepter d'être en colère, de ne plus accepter ces émotions qui sont en fait, humaines et naturelles, mais de vouloir, à tout prix, voilà, prendre une pilule, pour aller mieux. Ce qui serait, à mon sens, préoccupant et qui n'irait pas, dans une direction, plutôt, favorable, à la résilience, à l'adaptation, qui est notre lot d'êtres humains, hein. On doit s'adapter en permanence à notre environnement. Mais c'est vrai qu'avec le monde qui se complexifie autour de nous et avec un contexte, social, économique, géopolitique, extrêmement anxiogène, ces capacités d'adaptation, on a peut-être plus de mal à les mobiliser que si tout va bien autour de nous, c'est certain. Non, je vois. Donc là, on a pas mal parlé, on a abordé beaucoup de sujets. Donc je te propose de clore cet épisode sur est-ce que toi, il y a un livre, un film ou quelque chose qui t'a aidé dans ta perception du monde en lien avec la santé mentale? Je sais par exemple qu'il y a un film dont j'ai perdu le nom qui parle de la schizophrénie avec un regard bienveillant, plus que en tout cas tout ce qui a été fait avant où on voyait les personnes schizophrènes comme des monstres ou ce que tu disais, c'était très stigmatisé.
Ouais, bien sûr. Alors, je regrette que ce soit déjà fini parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Arnaud. Partagé. Mais puisque c'est l'heure de la fin et de la conclusion, je dirais que, ce serait très difficile de citer, un film, un livre, Ce qui a vraiment changé pour moi dans ma perception de la santé mentale, c'est le programme des premiers secours en santé mentale. Je suis devenue secouriste en santé mentale et ça m'a vraiment confortée, dans, la croyance qu'il est fondamental de déstigmatiser les maladies mentales, et c'est ce que l'on fait tout au long de la formation. On y voit, des vidéos, par exemple, dans lesquelles des personnes concernées parlent de leurs troubles. On fait, des tas de mises en situation, de jeux de rôle, de discussions et en fait, c'est en parlant et en échangeant, avec, d'autres personnes qu'on arrive à faire bouger ces représentations. Donc, oui, voir un film, lire un livre, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt en se confrontant à la vie des autres qu'on arrive à faire bouger ses propres représentations et éventuellement faire bouger, celles des autres? Et je trouve que de ce point de vue-là, la formation de premier secours en santé mentale est particulièrement efficace. Bah, c'est un parfait mot de la fin. Conclusion, formez-vous. Exactement. Et c'est un programme qui a dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés. 75 000 secouristes en santé mentale, formés, à date, en France. Donc ouais, c'est un message, d'espoir pour que, les citoyens soient, mieux armés face à un proche, un collègue, un voisin qui développe des troubles psy ou qui est en situation, de crise. Ça permet effectivement de se sentir un petit peu mieux préparé pour, venir en aide à une personne concernée. Ok, et ben merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Arnaud. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.